La Terre est habitée par une colossale variété de créatures. La vie s'est insinuée partout, colonisant les milieux les plus divers, du pâturage normand au désert glacé, en passant par les forêts tropicales et les circonvolutions de nos estomacs. Combien d'espèces seriez-vous capable de citer, de mémoire? 10? 100? 1000? Selon les estimations, entre 5 et 100 millions d'espèces différentes peuplent la planète. Parmi ces millions d'espèces, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il existe des créatures énormes et d'autres qu'on ne voit pas à l'œil nu. Certaines vivent des siècles et d'autres quelques heures. Et puis, il y en a une qui possède une caractéristique vraiment bizarre. Bonjour. Alors, en effet, j'appartiens à une espèce assez particulière à laquelle on a donné toutes sortes de surnoms, le seigneur de la création, le parangon des animaux, etc. Ce serait trop long de tous les citer, mais mon nom scientifique, c'est Homo sapiens. Ah, attendez. Homo sapiens se caractérise dans la faune actuelle par sa station verticale permanente. C'est un primate de grande taille. Les membres postérieurs sont plus longs que les antérieurs. Et il n'y a pas de queue. La face, les mandibules, les bourrelets susorbitaires sont de taille réduite, tandis que la calotte crânienne est de grande taille. La pilosité est faible, mais reste dense sur la tête. Bon alors je sais, au premier coup d'œil comme ça, j'ai l'air assez banal, mais mon espèce est la seule, autant qu'on sache, qui a entrepris de mettre de l'ordre dans le monde vivant. Tout le monde a entendu parler de la systématique. Non? Attendez. Là, on est au milieu d'un fouillis assez indescriptible. Le but de la systématique, c'est de répertorier, de nommer et de classer les millions de créatures vivantes dans des catégories scientifiques. Alors pour classer, la toute première étape, c'est de faire quelque chose que nous autres, Homo sapiens, on adore. Des collections. Ce sont pratiquement tous des lémuriens d'Afrique. Il y a différentes espèces. Ce sont de très anciennes pièces d'exposition. Elles ont donc une grande valeur scientifique et historico-culturelle. Voilà des léopards de différentes populations. Et en voilà un qui vient de Bali, un autre de Chine, et celui-ci vient de Java. La collection de bois n'est qu'une petite partie de la collection de mammifères du Muséum d'histoire naturelle de Berlin. Celle-ci regroupe en tout 150 000 individus. Cette collection permet de rendre compte de la diversité biologique actuelle, mais elle donne aussi la possibilité aux scientifiques du monde entier qui viennent ici d'étudier la morphologie de ces spécimens, dans le but de classifier et de décrire la diversité biologique, mais aussi de comprendre leur apparition et leur évolution.
Muséum de Paris, l'ordre de grandeur est le même. En comptant les mammifères, les oiseaux, mais aussi les insectes et les plantes, on atteint les 80 millions de spécimens. Même chose à Londres, à Washington et à Tokyo. En fait, si l'on additionne les collections du monde entier, on dépasse allègrement le milliard de spécimens. Les collections d'histoire naturelle, particulièrement en ornithologie, sont des collections de masse. Énormément de spécimens. Alors c'est un problème qui est récurrent depuis, finalement, en France, l'époque de Buffon et du cabinet du roi, donc le XVIIIe siècle, où Daubenton, le premier garde du cabinet du roi, se plaignait déjà du manque de place. Aujourd'hui, ici à la Zoothèque, on évoque la même chose. La place, il n'y en a plus de disponible. En 1793, à l'émergence du Muséum national, le nombre d'oiseaux est de 450. Aujourd'hui, il est de 155 000. Alors évidemment, le rythme des descriptions, au moins en ornithologie, se ralentit beaucoup, mais on trouve encore des choses nouvelles. Et la question c'est, est-ce qu'on va arriver un jour à tout décrire ? Le point de départ, pour décrire le vivant, c'est la notion d'espèce. Mais au fait, cette notion que tout le monde utilise sans y penser, vous la définiriez comment, vous ? Aujourd'hui, le critère officiel, c'est l'interfécondité. En gros, si deux individus peuvent se reproduire entre eux, et si leur descendance est fertile, alors ils appartiennent à une même espèce. Là, par exemple, ça ne marchera pas. On a clairement deux espèces distinctes. Là, par contre, on est visiblement en présence d'une espèce unique. L'avantage de la notion d'espèce, c'est qu'elle permet de ranger des millions d'individus dans une seule boîte, à laquelle on attribue un nom latin unique. Ouais, latin, ça fait plus chic. Et ça évite les querelles linguistiques. Dans cette section de la zoothèque sont rassemblés des spécimens qui sont singularisés par une étiquette rouge, c'est ce qu'on appelle des types. Alors un type, c'est quoi? C'est le maître étalon d'une espèce. Tout le vivant est régi par le système de la description des types. Alors, par exemple, ce gibbon à main blanche, qui a été collecté vers 1822-1826 à Java, a été envoyé ici à Paris. Et puis les gens qui l'ont examiné se sont tout de suite rendus compte que ça correspondait à rien de ce qu'on connaissait à l'époque. Donc ils ont dit, c'est une nouvelle espèce. On définit un type et on lui donne un nom. Parce que c'est ça qui compte, c'est de donner un nom. À quoi ça sert de donner des noms à 1,8 million d'espèces, à 5 millions ou à 10 millions? Bon, je dirais en soi, à rien. En fait, les taxonomistes ne produisent pas des noms pour eux-mêmes, ils produisent des noms parce que, je dirais que c'est l'étiquette qui est sur un tiroir. Dans le tiroir, on va vouloir y mettre des attributs et des propriétés. Par exemple, mange un tel, est mangé par un tel, transmet telle maladie. C'est pour ça que le métier du systématicien, c'est de faire en sorte que chaque espèce soit désignée par un seul nom et que chaque nom ne désigne qu'une seule espèce, qu'il y ait une relation biunivoque entre les espèces dans la nature et puis le domaine des noms. Voilà. Et bon, c'est pas trivial. À l'heure où je vous parle, on a répertorié et nommé exactement 1 749 577 espèces vivantes. Mais donner des noms ne suffit pas à construire une image cohérente de la nature. On sent bien, intuitivement, que le chien est plus proche du loup que de la langouste, qui elle-même a plus en commun avec le crabe géant de Tasmanie qu'avec la vache bretonne. Comment rendre compte de ces ressemblances qui existent entre des espèces différentes? Prenons au hasard un petit échantillon du monde vivant. Le saumon d'Écosse, le lémurien, le canari,
l'escargot, le crocodile, la chauve-souris, et puis moi. Pour faire un classement, il faut choisir un critère. Et là, j'ai justement une machine à trier. Avec sa télécommande, c'est très pratique. Il suffit de taper un critère, essayons les ailes. On tape son critère et on passe tout le monde dans la machine. Et on obtient deux groupes. Ceux qui ont des ailes là-bas et ceux qui n'en ont pas, ici. Essayons maintenant le poil. J'obtiens à nouveau deux groupes. Les sans poils et nous, les poilus. Et maintenant, ceux qui ont des ailes sont séparés. Prenons maintenant les pattes. Cette fois-ci, on obtient trois groupes différents. Les quadrupèdes, nous, les bipèdes, et les sans pattes. Le problème, c'est que chaque caractère semble aboutir à un résultat différent. Classer, chez moi, Homo sapiens, c'est une vraie passion, une seconde nature. J'ai essayé tous les critères. Taille, durée de vie, ordre alphabétique, abeilles, acariens, alligators, amibes, mais aussi répartition géographique, mode de reproduction, habitudes alimentaires. J'ai inventé 1000 systèmes de classification, du plus primaire au plus subtil, du plus rationnel au plus arbitraire, comme dans cette ancienne encyclopédie chinoise évoquée par l'écrivain argentin Jorge Luis Borges. Les animaux se divisent en A. Appartenant à l'empereur. B. Embaumé. C. Apprivoisé. D. Cochon de lait. E. Sirène. F. Fabuleux. G. Chien en liberté. H. Inclus dans la présente classification. I. Qui s'agitent comme des fous. J. Innombrable. K. Dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau. L, etc. M, qui viennent de casser la cruche. N, qui de loin semblent des mouches. Pourtant, parmi les innombrables classifications qu'on a imaginées, il y en a une qui a plus de sens que les autres. Ce buisson sphérique, c'est la version actuelle d'une très ancienne image, l'arbre de la vie. Toutes les espèces vivant sur Terre sont là, à chaque extrémité de ces millions de branches. Cette représentation contemporaine est le résultat d'un long processus qui a commencé par une échelle. Au XVIIIe siècle, il y a une image qui est dominante, une image de la nature, c'est l'échelle des êtres, avec cette idée que la nature ne fait jamais de saut, qu'on passe par exemple du règne végétal au règne animal d'une manière tout à fait insensible et qu'il est illusoire d'une certaine manière d'y voir des discontinuités, des coupures. Et cette échelle des êtres, eh bien, Charles Bonnet est le premier à la représenter sous une forme très concrète avec des montants, avec des échelons. Mais le feu, l'air, l'eau, les éléments de la chimie fondamentale, les champignons, les plantes, et puis nous voilà insensiblement arrivés au règne animal. On poursuit ensuite les insectes, les coquillages, les limaçons, les escargots, les serpents, les poissons rampants et les poissons volants, évidemment. Les poissons volants qui font la jonction avec les oiseaux amphibies. Et on poursuit l'autruche, les quadrupèdes, et puis bien sûr, couronnement de cette échelle des êtres, l'homme. Finalement, l'œuvre, le travail d'un naturaliste jusqu'au XVIIIe siècle, c'est d'ordonner, de classer les espèces en fonction de l'ordre de complexité voulu par Dieu au moment de la création de ces différentes espèces. Tous les corps sont liés dans la chaîne de l'être. La nature, partout, se précède et se suit. De l'homme aux animaux, rapprochant la distance, voyez l'homme des bois lier leur existence. Du corail incertain, né plante et minérale, revenez aux polypes, insectes végétales. Ponce Denis et Couchard Lebrun, 1760.
Alors, au milieu du XVIIIe siècle, l'autre grand auteur, c'est Carl von Linné, qui va publier en 1735 un ouvrage tout à fait important, fondamental pour tout dire, qui s'appelle le Systema Naturae, dont on a ici la première édition. Systema Naturae, dont on voit rien que par le titre l'ambition, puisque Linné a le projet, dans cet ouvrage, de classer les trois règnes de la nature en classes, ordres, genres et espèces. Et on retrouve, au fond, les principales divisions qui sont toujours utilisées par les classificateurs. Je suis donc un Homo sapiens. J'appartiens à l'espèce sapiens, dans le genre Homo, qui fait lui-même partie de l'ordre des primates, lequel appartient à la classe des mammifères, qui fait partie à son tour du règne animal. Aujourd'hui, le principe est le même, mais on a ajouté un tas de rangs supplémentaires, sous-genres, infra-ordres, superfamilles, etc., etc. Finalement, au XVIIIe siècle, les débats entre les naturalistes s'organisent autour de deux grands thèmes. Il y a les continuistes d'un côté, à l'image de Charles Bonnet et de son échelle des êtres, et puis il y a les discontinuistes d'un autre côté, à l'image de Linné, qui eux pensent qu'on peut subdiviser la nature en un certain nombre d'entités, les fameuses catégories du vivant. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, une troisième image de la nature va émerger, qui va tenter en définitive de concilier les points de vue. Et alors on a cette première représentation autour des années 1800, sous la plume d'un botaniste qui s'appelle Augustin Augier, dont on ne sait pas bien grand-chose, mais qui, en l'occurrence, représente cette continuité et cette discontinuité de la nature sous la forme d'un arbre. Sur une même branche, des classes de plantes qui entretiennent un certain nombre de parentés, d'affinités, donc une sorte de continuité. Et lorsqu'on passe d'une branche à une autre branche, une réelle discontinuité, un hiatus. Mais deuxième force de cette représentation, c'est qu'elle va permettre d'inscrire un discours historique. C'est-à-dire qu'à la base de cet arbre, eh bien, on va décrire des événements qui seront plus anciens que ceux qui sont au sommet de cet arbre. Et au fond, cette représentation sous la forme d'un arbre eh bien, permet de sortir du monde fixe, créationniste, qui caractérisait les travaux des naturalistes du XVIIIe siècle. En 1859, paraît en Angleterre un ouvrage phare, c'est L'origine des espèces de Charles Darwin. Et dans cet ouvrage de Darwin, on retrouve une représentation, non plus cette fois-ci vraiment de la continuité ou de la discontinuité de la nature, mais bel et bien de l'histoire du développement de la vie et du foisonnement de la vie à la surface de la Terre au cours du temps. Darwin est le premier à saisir le sens véritable de cette image d'arbre du vivant. Dans L'origine des espèces, il en propose une lecture nouvelle. L'arbre devient généalogique. On représente parfois les affinités entre tous les êtres d'une même classe sous la forme d'un grand arbre, et je crois que cette image est très juste sous bien des rapports. Les rameaux et les bourgeons représentent les espèces existantes, tandis que les branches produites pendant les années précédentes représentent la longue succession des espèces éteintes. Cette connexion entre les bourgeons d'aujourd'hui et ceux d'hier, au moyen d'un réseau de branches, pourrait bien représenter la classification de toutes les espèces, vivantes ou éteintes, à l'intérieur de groupes emboîtés les uns dans les autres. Après Darwin, la systématique acquiert un sens nouveau. Il ne s'agit plus de repérer les affinités entre les espèces, mais de découvrir leur histoire évolutive pour reconstituer leur arbre généalogique commun. Cet arbre, c'est comme ça qu'on le dessine au XIXe siècle. Un chêne gigantesque dont chaque rameau représente une espèce ayant habité la Terre à un moment donné. Là en bas, les espèces les plus primitives, et tout en haut, moi. Seulement, ce grand chêne raconte une histoire fausse. Le problème, c'est le tronc. Cette direction privilégiée, qui aboutit à mettre les uns en haut et les autres en bas, n'a aucune justification objective. L'arbre de la vie, il faudrait le dessiner plutôt comme ça.
un buisson sphérique, sans tronc aucun, qui ne pousse pas vers le haut, mais dans tous les sens. À la place d'un chêne, on se retrouve avec un buisson taillé en boule. Voyons ça de plus près. Les branches qui s'arrêtent en chemin représentent les espèces disparues. Ici, l'iguanodon. Là, le diplodocus. Celles qui atteignent la périphérie représentent les espèces qui vivent aujourd'hui. Ici, la truite saumonée. Là, le caniche à poil ras. Là-bas, le géranium. Et ici, moi. Voilà. Au lieu de trôner comme autrefois au sommet de l'arbre du vivant, je me retrouve au bout d'une branche banale, comme une vulgaire crevette. C'est légèrement embarrassant, mais tout ça parce que les scientifiques, depuis un siècle ou deux, se sont mis en tête de me traiter comme une espèce ordinaire. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en reculant vers le centre de l'arbre, je vais découvrir toute une série d'embranchements qui me relient à toutes les espèces vivant sur Terre. Si on remonte dans cet arbre généalogique, on rencontre d'abord les branches éteintes des hommes préhistoriques. Puis celles qui mènent vers mes plus proches cousins vivants, le chimpanzé et le bonobo. Tous les trois, nous avons un ancêtre commun qui vivait en Afrique, il n'y a pas loin de 6 millions d'années. Notre arrière-grand-père à la 250 millième génération. Puis, en remontant encore d'1 million d'années, on rejoint la branche qui mène vers le gorille des montagnes. Puis, nettement plus haut, celle de l'orang-outan. Bon, ce cousinage n'est pas évident au premier coup d'œil, mais l'étude des embryons permet de s'en faire une meilleure idée. Les embryons jouent un rôle très important pour la classification, car lors du développement embryonnaire, les animaux présentent de nombreux caractères qui disparaissent sur les animaux au stade adulte. Ces caractères nous aident bien sûr à reconnaître les liens de parenté et à classifier les animaux. Plus on recule dans l'embryogénèse, plus les différences entre moi et mes cousins du monde animal s'estompent. Tiens, par exemple, allons à l'embranchement suivant, celui des hominoïdes, là où je rejoins une dizaine d'espèces de gibbons. Ce que nous avons en commun, le gibbon et moi, c'est un caractère spécifique bien visible. C'est l'absence totale de queue. Je suis un hominoïde parce que je n'ai pas de queue. Ou plutôt parce que je n'en ai plus. Enfin, vous m'auriez connu quand j'étais jeune, c'était une autre histoire. Là, c'est moi à 41 jours. Et là, en bas, c'est bel et bien une queue. Sauf que pendant la 7e semaine, les vertèbres qui la composent s'atrophient et se soudent pour donner naissance à un coccyx, comme chez le gibbon. Aux environs de moins 25 millions d'années, la branche des hominoïdes, la mienne, rejoint une autre branche bien plus fournie, celle des 82 espèces de singes qui possèdent une queue, babouins, macaques, etc. Tous ensemble, nous formons la superfamille des cathariniens. Je suis un catharinien, comme le mangabé à joues grises, à cause de mes narines.
Alors l'une des caractéristiques des cathariniens, comme ce mangabé à joue grise que je suis en train d'essayer de fignoler, c'est l'orientation des narines vers le bas, trait que nous partageons, nous humains, avec ce groupe de primates. Narines qui sont aussi séparées, comme pour nous, par une petite cloison à l'intérieur du cartilage nasal. L'étape de la tête est une étape très très délicate parce qu'en fait, la première chose qu'on regarde sur un animal ou vivant ou naturalisé, de toute façon c'est la même chose, c'est toujours les yeux plus l'expression de la face. Donc si je rate la face de mon primate là, il pourra être aussi bien positionné que je voudrais. S'il a une sale tête, le montage paraîtra raté quand même. Depuis que la taxidermie existe, en fait, il y a eu une nette évolution dans la représentation des animaux. Par exemple, ici, on a un magnifique cébus, un petit singe d'Amérique du Sud, qui est représenté dans une attitude extrêmement agressive, montrant les crocs, on dirait qu'il va nous sauter à la gorge, alors que normalement, ces petits primates sont absolument pas agressifs, quoi. Ce sont des bêtes qui vivent en groupes familiaux. Leur prédation se limite à des oisillons ou des insectes, sinon ils mangent des fruits. Donc l'attitude qu'il a là n'est vraiment pas une attitude naturelle. Pour compléter la photo de famille et découvrir mes prochains cousins, il faut explorer tous les continents et se munir d'un vocabulaire hyper spécialisé. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Je suis un similiforme, comme le sagou versicolore, et puis un aplorinien, comme le tarsier de Horsfield. Chacun des yeux de ce drôle de cousin est aussi gros que son cerveau. Du coup, sa vision nocturne est excellente. Sa conversation, par contre... Et puis, comme le lémurien laineux, comme le propithèque, je fais partie de la grande famille des primates. 188 espèces différentes au dernier recensement. L'ancêtre commun des primates vivait il y a 63 millions d'années, soit environ 7 millions de générations. Mais au fait, qu'est-ce qui me prouve que je fais vraiment partie de la famille? D'après les systématiciens, ce serait à cause de mon pouce. Le pouce opposable, qui est le premier doigt s'écartant de la main et permettant une préhension d'une branche ou d'un objet, ce pouce opposable est un trait que nous partageons avec les gorilles, ici présents, les chimpanzés, les babouins, les lémurs, les tarsiers. Ce pouce opposable n'existe pas chez les autres mammifères. Dans le cadre des mammifères, eh bien, cet écartement du pouce apparaît comme une innovation qui a été léguée par nos ancêtres communs au cours de l'évolution. Nous avons donc un ancêtre commun. Et ce groupe d'animaux ayant cet ancêtre commun s'appelle les primates. On peut voir un être vivant comme une série d'innovations acquises au cours de l'histoire de la vie. Cette notion d'innovation partagée, c'est la clé qui permet de constituer des groupes et ainsi de classer le monde vivant. Et puis ça m'oblige aussi à modifier radicalement le regard que je porte sur moi-même. Chacune de mes caractéristiques physiques renvoie à un ancêtre particulier qui correspond à un embranchement précis de l'arbre du vivant. Je suis un puzzle, un patchwork d'innovation opéré au cours des millions d'années d'évolution. Il y a le pouce, bien sûr, mais aussi la station debout, le nez, la glande mammaire, le poumon à alvéoles, la nageoire charnue, la symétrie bilatérale, la colonne vertébrale, etc., etc. En fait, l'arbre raconte mon corps. Certaines parties, comme le pouce, sont très récentes, d'autres, comme le noyau cellulaire, très, très, très anciennes. Chacune des pièces du puzzle correspond donc à un embranchement de l'arbre du vivant.
En continuant de remonter vers le centre de l'arbre, on va retrouver l'origine de chacune d'entre elles. Le nez, là, le poil, ici, la mâchoire, là-bas, et ainsi de suite. Après les primates, on rencontre les lapins et les autres familles de rongeurs. Le groupe suivant, c'est un peu l'auberge espagnole. On y trouve en vrac le lion, le cheval, la baleine et la gerboise, le rhinocéros, l'oreillard vulgaire et la taupe des jardins. Et puis on arrive à un nœud bien plus exotique, celui des terriens. T-H-E-R-I-E-N. C'est ici qu'on rencontre la branche australienne de la famille. Une branche qu'on a un peu perdue de vue parce qu'elle s'est séparée de la nôtre il y a 140 millions d'années. Il y a le kangourou, bien sûr, mais aussi tout un tas d'autres cousins qu'on rencontre exclusivement là-bas, comme la taupe d'Australie. Attendez. La taupe. On en a déjà parlé de la taupe. Pourquoi la taupe australienne et la taupe européenne ne seraient pas classées au même endroit dans l'arbre? C'est comme si on classait Homo sapiens dans des endroits différents selon qu'il vient d'Asie, d'Europe ou d'Australie. Voilà une taupe de nos jardins. Une taupe de nos jardins, on la reconnaît tout de suite à la perte des yeux et la perte des pavillons aux oreilles, et puis au fait que la paire de pattes antérieure ici est très renforcée. Et puis cette taupe ici, qui est la taupe australienne, le genre Notorictes, là c'était le genre Talpa. Le genre Notorictes en Australie, même chose, pas d'yeux, pas de pavillons aux oreilles, des pattes antérieures renforcées. On a donc bien deux taupes ici, et malgré tout, quand on regarde à l'intérieur, en fait, cette taupe-ci ne ressemble pas du tout à celle-là. Celle-ci, à l'intérieur, c'est du kangourou, et celle-là, à l'intérieur, c'est du hérisson. Et donc l'extérieur ne raconte pas la même histoire, apparemment, que l'intérieur, et on a donc un phénomène de convergence évolutive ici. Le fouissage dans un seul meuble demande une forme particulière. Et les convergences évolutives, donc, ce sont les milieux qui impriment sur les êtres vivants les mêmes contraintes, ce qui fait qu'en fait, on retrouve des formes extérieures similaires, alors qu'à l'intérieur, les êtres vivants gardent la trace de leur origine. On voit très bien sur ces images les mouvements des deux membres antérieurs qui écartent la terre avec leurs puissantes pelles formées par les mains. Les caractéristiques de cette machine à creuser ancienne sont tellement marquées qu'on pourrait penser qu'elle est la seule à présenter ce genre de capacité. Ce n'est pas vrai. La taupe marsupiale d'Australie creuse en utilisant ses mains comme des pioches alternativement, en creusant devant elle, mais dans un plan donc qui est perpendiculaire à celui dans lequel se meuvent les membres antérieurs de la taupe commune. Donc des solutions à peu près identiques, alors qu'il s'agit d'un animal qui n'a aucune relation de parenté avec la taupe commune, puisque, comme tous les éléments de la faune australienne, c'est un marsupial. Restons un peu chez les terriens. T-H-E-R-I-E-N. Notre ancêtre commun nous a légué plusieurs choses importantes. Attendez, je vais vous montrer. Il nous a légué une glande mammaire munie d'un téton. C'est assez décoratif. Mais il nous a légué aussi quelque chose de vraiment très pratique. Ça. Des omoplates mobiles. Bon, tu peux mettre le tapis en route, là on va voir ce que ça donne à l'image. C'est bon, là on peut envoyer. Les rayons X permettent de voir le squelette de l'animal en train de se déplacer.
Dès qu'on juge qu'on a une bonne séquence, bien régulière, tu me le dis, hein? C'est bon là. C'est bon? C'est bon, on peut arrêter. On arrête, on met ça en mémoire. On peut très bien voir sur ces images la caractéristique essentielle de ce mode de déplacement des terriens, qui est grâce à la mobilité de l'omoplate, qui tourne autour d'un axe ici, qui glisse sur la paroi du thorax. Vous voyez, il tourne autour de ce point-là. Hein, on voit bien les deux omoplates se croiser. C'est-à-dire que l'omoplate devient un segment supplémentaire du membre antérieur. On peut regarder d'autres vertébrés, beaucoup plus éloignés dans la classification, comme par exemple ce grand lézard sud-américain qui, lui, possède une ceinture scapulaire, c'est-à-dire que l'ensemble omoplate, plus d'autres os ventraux ici qu'on soupçonne, sont solidaires du corps, de la cage thoracique, ne bougent pratiquement pas. Et c'est seul le membre antérieur, à partir de l'os du bras, l'humérus que l'on voit ici, qui va se déplacer. Donc vous voyez bien sûr une enjambée bien moindre et les mains vont se poser loin de l'axe du corps. La liberté de mouvement assurée par l'omoplate ouvre aussi des possibilités tout à fait nouvelles. Par exemple, chez les primates, dont nous faisons partie, l'omoplate glisse sur la cage thoracique, non plus latéralement comme chez le rat, mais dorsalement. Et ceci permet un mouvement latéral de l'ensemble du membre qui assure à ces animaux la capacité de se suspendre aux arbres, de grimper aux arbres et par conséquent d'exploiter tout un milieu hein, qui est le milieu des forêts. La catégorie suivante, vous la connaissez forcément. Je vous laisse deviner. Je suis un vivipare, muni de poils, de mamelles et d'oreilles à pavillon externe. Je suis homéotherme, c'est-à-dire que mon organisme me permet de maintenir une température interne constante. Je suis... Non. Allez, un petit effort. Bah, je suis un mammifère, évidemment. Un mammifère, comme l'ornithorynque. Avec l'ornithorynque, on touche au monde des bizarreries, il faut quand même bien le dire. Cela étant, il répond bien à la définition des mammifères, couvert de poils, et il allaite ses petits. Là, tout va bien. Un peu plus improbable, le bec de canard. Mais alors, ce qui a paru complètement incroyable, voire à la limite du supportable intellectuellement, lors de sa découverte en 1798, c'est qu'il pond des œufs. Et les premières dépouilles qui ont été ramenées en Europe, au British Museum, ils ont dit bon, ça va, c'est bon, c'est une mystification. Donc on va la démonter. Sur le premier spécimen qui est à Londres, on voit il y a encore les traces du ciseau qui était censé servir à montrer que c'était un faux. Il va quand même falloir plusieurs décennies avant que l'establishment scientifique admette qu'il y ait des mammifères qui pondent des œufs. Et à tel point qu'il y en a un autre qui a été découvert, l'échidné, enfin les échidnés, puisqu'il y a deux espèces, et que dans la classification, on a bâti pour eux une catégorie particulière qu'on appelle les monotrèmes. Les monotrèmes. Ce sont les mammifères les plus éloignés de moi dans la classification. La dernière branche vivante avant une longue traversée du désert. Ah oui, parce qu'ensuite, il ne se passe plus rien. Pas le moindre cousin vivant pendant 130 millions d'années. 130 millions d'années, c'est long. C'est à croire que l'évolution s'est arrêtée. En fait, pas du tout. Entre les mammifères et le groupe suivant, celui des amniotes, de nombreuses branches sont apparues, mais toutes se sont éteintes. Les espèces ont disparu.
La prochaine vraie branche, avec des vrais cousins qui vivent encore, c'est celle des amniotes. Je suis un amniote, comme le flamant rose, le serein et le toucan, parce que notre ancêtre commun a inventé l'amnios. C'est une sorte de membrane pour envelopper l'embryon et le protéger. C'est aussi au niveau des amniotes que le crocodile du Nil, le boa et la tortue, bref, les reptiles, rejoignent mon arbre généalogique. Enfin, ça, c'est ce qu'on aurait dit au XIXe siècle. Aujourd'hui, parler de reptiles, c'est plutôt mal vu. Traditionnellement, on regroupe sous le nom de reptiles les tortues, les crocodiles, les sauriens et les serpents. On sait aujourd'hui que le terme reptile ne caractérise pas un groupe naturel. Un groupe naturel se compose d'animaux issus d'un même ancêtre et il doit en inclure tous les descendants. Pour que les reptiles soient un groupe naturel, du point de vue des systématiciens, il faudrait qu'ils partagent une innovation. Mais laquelle? Le sang-froid? Les écailles? Eh non, la truite et la grenouille ont aussi le sang-froid. En plus, on sait maintenant que les crocodiles et les oiseaux partagent des caractères communs. Comme cette ouverture-là, dans la mandibule de ce crocodile. Ouverture que ne possèdent ni les serpents, ni les tortues. Comme on sait maintenant que les oiseaux sont plus proches des crocodiles, le terme reptile ne peut s'appliquer que si l'on range les oiseaux dans la catégorie des reptiles. Donc à partir d'aujourd'hui, les crocodiles et autres caïmans, vous allez dans le pavillon des oiseaux. Les lézards, les varans et les autres serpents, vous allez dans un nouveau groupe, les lépidosauriens. Les tortues, vous restez là. On a fait un groupe rien que pour vous, les chéloniens. La classification change avec l'évolution des connaissances. Des branches nouvelles apparaissent, d'autres tombent. L'arbre de la vie, tel qu'on le connaît, n'est pas figé. Allez, dépêchons-nous d'avancer avant que ça bouge encore. L'embranchement suivant, c'est celui des tétrapodes. Il y a 340 millions d'années. Pour appartenir à la superclasse des tétrapodes, il faut un nombre pair de membres locomoteurs munis de 1 à 8 doigts chacun. On en connaît aujourd'hui 26 308 espèces, de toutes formes et de toutes tailles, de la salamandre à la girafe, en passant par le crapaud-buffle. Je suis aussi un tétrapode, comme cette grenouille africaine, qui n'a pas encore de nom puisqu'on vient juste de la découvrir. Voici l'une des grenouilles dont nous pensons qu'elle forme une nouvelle espèce d'après nos analyses acoustiques. Je prélève maintenant de l'ADN, ou plus précisément du tissu de la grenouille, sur le muscle fémoral, que nous allons ensuite tester au laboratoire pour obtenir les différentes séquences ADN et les comparer à celles d'autres populations. Nous pourrons alors compléter nos analyses acoustiques et anatomiques et déterminer si nous avons effectivement différentes espèces.
Au départ, nous pensions qu'en Afrique occidentale, il n'existait qu'une seule espèce de grenouille, vivant de la Côte d'Ivoire au Sierra Leone, la Conroa aleni. Et sur le terrain, nous avons remarqué que les animaux n'émettaient pas le même chant. Nous entendons maintenant les chants d'accouplement de ces deux populations. Ce sont par ces chants que les grenouilles attirent les femelles. Voilà celle-ci et celle-là. Comme les chants sont différents, on peut supposer qu'il s'agit d'espèces différentes. Mais pour le prouver, pour disposer d'un autre argument, nous avons étudié leur ADN. On voit sur cet écran les 4 bases de l'ADN représentées par 4 couleurs différentes. On remarque très bien que certains spécimens possèdent la même séquence et que d'autres en ont des divergentes. Ce sont ces divergences qui nous intéressent maintenant. L'ADN est un caractère au même titre que l'ossature, le chant et le comportement d'un animal. Ce sont tous des caractères. Beaucoup de gens pensent que la génétique représente plus ou moins le Graal des systématiciens. Ce n'est pas le cas. Un caractère génétique n'a pas plus de valeur qu'un caractère morphologique. Mais comme les caractères génétiques sont beaucoup plus nombreux, ils nous fournissent beaucoup plus d'informations d'un point de vue purement statistique pour tenter de découvrir effectivement des divergences ou des similitudes. Maintenant, c'est officiel. Grâce aux analyses génétiques, notre grenouille africaine appartient bel et bien à une nouvelle espèce. En attendant qu'on lui choisisse un petit nom, continuons. Nous voilà arrivés aux environs de moins 420 millions d'années, bien avant les tétrapodes et bien avant que notre ancêtre commun ne soit sorti des eaux. C'est pourtant à cette époque reculée qu'est survenue l'innovation qui a rendu possible la vie terrestre. Je suis un sarcoptérygien, comme le sélacanthe, à cause de mes nageoires charnues. Oui, je sais. On a l'habitude de les appeler des bras et des jambes. Mais d'un point de vue évolutif, ce sont des nageoires. Je vais vous montrer. Ça, c'est un bras d'Homo sapiens ordinaire. Et ça, c'est une nageoire de sélacanthe. Vous avez remarqué? Elle se rattache au reste du squelette par un os unique. C'est ça, l'innovation géniale des sarcoptérygiens. Cet os unique, qui éloigne du corps les rayons de la nageoire, va permettre à cette dernière d'évoluer vers toutes sortes de formes et de fonctions nouvelles. Marcher d'abord, et donc sortir de l'eau, mais aussi grimper aux arbres, et même voler. À l'embranchement suivant, voilà des cousins dont les nageoires ne sont pas charnues. Un peu comme si leurs doigts étaient fixés directement au tronc. Je suis un ostéictien, comme la sardine et le saumon d'Écosse, parce que je possède de véritables os au lieu d'un simple cartilage. C'est à ce niveau que le nombre de mes cousins double d'un coup et atteint les 50 000. 50 000, un chiffre impressionnant, mais finalement assez modeste en regard des millions d'espèces qui peuplent la planète. Il se décrit bon an, mal an, à peu près 16 000 nouvelles espèces de plantes, d'animaux, de champignons à la surface de la planète tous les ans. Il est vrai aussi que simultanément, l'approfondissement de la connaissance de celles qui sont déjà connues conduit également à faire passer en synonymie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à considérer que des espèces décrites auparavant ne sont pas des espèces valides. Donc le bilan, il n'est pas de plus 16 000 par an, il y a plus 16 000 et moins 3 à 4 000. Donc il y a un bilan net annuel qui est d'à peu près 12 000 13 000 nouvelles espèces
décrites chaque année. En 2006, Philippe Boucher co-organise l'une des plus importantes campagnes d'inventaire de ces dernières années. 160 scientifiques de 25 pays passent plusieurs mois sur l'île de Santo, en Mélanésie, pour y réaliser un grand inventaire balayant tous les écosystèmes et la plupart des familles du vivant. Des mollusques jusqu'aux mammifères, en passant par les plantes et les insectes. Le but, en rassemblant autant de chercheurs travaillant sur autant de groupes différents, c'est de prendre une sorte d'instantané, aussi exhaustif que possible, de la biodiversité en un point précis du globe. Oh no. You know what that is? Tu reconnais ça? Non. Non? Oh, un land snake. Ah, bah, c'est juste un escargot. Le public imagine souvent que c'est formidable, on va sur le terrain, on va à Santo, il y a plein d'espèces nouvelles et qu'on découvre les espèces nouvelles sur le terrain. Et qu'il y a Eureka. En fait, très généralement, c'est pas du tout comme ça. Très généralement, le scientifique sur le terrain, au mieux, il va avoir une présomption de découverte. Il va dire, tiens, il y a ce truc-là, ça me dit rien. Donc, sur le terrain, au mieux, il y a cette présomption de découverte, et au pire, on engrange des observations, des données, et puis on documente ce qu'on observe et ce qu'on collecte. Voilà. Voilà. Ben, celui-là, oh, il est vraiment... Il est énorme. On sait qu'en Antarctique, dans les eaux froides, il y en a des très grands. Et ça, c'est pas les appendices qui caractérisent le mâle, ça? Dont ils ont les œufs, je sais pas, il me semblait que... Et alors cette bête, elle est très particulière, donc c'est partie des arthropodes, comme les crustacés, les insectes et tout ça. Mais celui-là est très bizarre parce qu'il n'y a pas de corps. Et il est surnommé aussi pentapode, parce qu'il n'y a que des pattes. Tout est dans les pattes. Ses organes sont dans les pattes. Et le corps, c'est juste la jonction des membres des pattes, quoi. Bon, donc ça existe un peu partout, mais généralement, ceux qu'il y a dans les milieux tempérés, ils sont tout petits comme ça. Moi, je dois dire, je crois que c'est le plus grand que j'ai jamais vu. Hein. Oh bah alors, une belle tu envergure, vas pouvoir prendre ta retraite l'année prochaine. Exactement. Il y a une génération, c'était facile. Il y avait 1,5 million d'espèces décrites. Il y en avait encore autant à décrire. En gros, en poursuivant l'effort avec la même intensité, je veux dire, on allait y arriver. Ce qui s'est produit je dirais, au cours des 30 dernières années, ça a été, la prise de conscience que la biodiversité est 10 fois plus vaste que ce qu'on croyait jusqu'ici, et deuxièmement, que le tiers, le quart ou la moitié de celle-ci va s'éteindre pendant notre siècle. Donc en gros, si on décrit 13 15 000 nouvelles espèces par an, et puis il en reste 5 millions ou 10 millions à décrire, ça veut dire qu'on aura terminé le boulot dans 500 ou dans 1000 ans, et puis la biodiversité sera éteinte avant. Autrement dit, il y a des milliers d'espèces qui vont disparaître avant même d'être découvertes. Elles n'auront pas le temps d'être inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. Contrairement aux pandas, à la baleine à bosse ou au grand requin blanc, que je rencontre justement à l'embranchement suivant. Je suis un gnatostome, comme le grand requin blanc, parce que je possède de l'hémoglobine, ainsi qu'une mâchoire grâce à laquelle je peux capturer des proies avec la bouche. Bon, alors c'est vrai, attraper des proies vivantes dans la société d'aujourd'hui, ça se fait moins qu'avant. Mais il reste tout de même les huîtres. Je suis un vertébré parce que j'ai des vertèbres. Et puis un craniate parce que je possède une sorte de boîte pour protéger mon précieux cerveau.
Avec les cousins qu'on va rencontrer maintenant, la photo de famille devient franchement cauchemardesque. Je suis un craniate comme la myxine, une sorte de ver marin qui a des tentacules plein la bouche. Ensuite, en remontant, un myomérozoaire comme l'Amphoxus, un machin quasi incolore, long de 5 cm, sans tête ni nageoire. Et puis, plus loin encore, un cordé, comme l'Acidie, un sac mou qui vit accroché au fond de l'eau. Là, on pourrait croire qu'on ne peut pas tomber plus bas, et pourtant, si. Je suis un deutérostomien, comme le stolon noir ou le balanogloss. C'est-à-dire que mon système nerveux est dorsal, et non pas ventral, comme chez le homard. Si on se fie à la position du système nerveux, je suis un homard à l'envers. C'est un peu gênant de vous avouer ça, mais d'un point de vue topologique, je suis un donut. Un orifice en haut, un orifice en bas et un conduit qui relie les deux. Je suis un deutérostomien, à cause aussi de la façon dont se forme ce conduit pendant l'embryogenèse. Certains commencent par la bouche, mais moi, personnellement, je commence par l'anus, comme on voit ici. Et ma bouche se forme ensuite, d'où le nom du groupe. Deutérostomien en grec, ça veut dire bouche en second. Bon, passons rapidement sur ces détails embarrassants, d'autant plus que l'embranchement suivant est particulièrement chargé. Les 58 000 deutérostomiens se retrouvent totalement submergés par un afflux massif de nouveaux cousins. Plus d'1 million. La branche qui mène vers moi, Homo sapiens, n'est qu'un petit rameau perdu au milieu d'un groupe énorme, les bilatériens. Je suis un bilatérien, comme la mouche du vinaigre, mais aussi comme le crabe ou comme l'escargot de Bourgogne, car je suis traversé par un plan de symétrie qui partage mon corps en deux moitiés semblables. Du fait de cette symétrie, j'ai aussi une direction privilégiée avec un avant et un arrière. Toutes choses dont les éponges ou les méduses, par exemple, sont dépourvues. Comme nous, les insectes sont bilatéraux. Cela signifie qu'ils ont un axe corporel bilatéral et symétrique. Nous voyons ici une petite partie d'une énorme diversité. Les insectes représentent le groupe le plus riche en espèces au monde. Nous avons ici, si je peux m'aventurer à faire une estimation, environ 500 espèces. En tout, il en existe plus d'1 million. Pour vous donner une idée, 3 espèces animales sur 4 sont des insectes, c'est-à-dire 75% du règne animal. La petitesse de leur corps profite aux insectes car elle leur permet de partager plus facilement les ressources. Cela signifie que dans un habitat donné, beaucoup d'espèces peuvent cohabiter, ce qui n'est pas le cas chez les animaux plus gros. Je me demande parfois si les insectes ne sont pas en réalité plus évolués que les humains. Lorsque l'on réfléchit au nombre d'espèces d'insectes qui peuplent notre planète, pas forcément pacifiquement, ils coexistent. Ils arrivent à maintenir une grande diversité et ils ne modifient pas fondamentalement leur environnement. Alors que les humains sont la seule espèce qui détruit autant et qui ne réussit pas à exister avec les autres êtres vivants. De ce point de vue, il est certain que les insectes sont beaucoup plus évolués que les humains. Parmi mes cousins bilatériens, il y a tous les arthropodes, les crabes, les insectes, etc., tous les mollusques, et aussi beaucoup de familles, aujourd'hui disparues, dont les seuls représentants sont des fossiles. Des fossiles dont certains ne sont observables qu'à l'aide d'instruments gigantesques.
Nous nous trouvons au Swiss Light Source, près de Zurich. Cette installation est en fait un accélérateur de particules d'un genre particulier appelé synchrotron. Un synchrotron sert à accélérer des électrons jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière. Il utilise ensuite la lumière émise par ces électrons pour étudier des protéines, par exemple, ou la composition chimique des minéraux. Certains de ces instruments sont utilisés pour créer des radios microscopiques de certains matériaux. C'est la raison de notre présence ici. Nous sommes ici pour étudier des fossiles de taille microscopique, des embryons fossilisés d'animaux primitifs qui pourront peut-être nous révéler des choses sur les origines mêmes des différents groupes d'animaux qui nous entourent aujourd'hui. Chaque particule contenue dans cette boîte représente un fossile. Ce sont des fossiles d'embryons, pas des animaux en eux-mêmes. Ils ont probablement quelque chose comme 580 millions d'années, soit 40 millions d'années de plus que les plus anciens animaux que nous connaissons grâce aux fossiles. Ce petit tas de sable représente donc la trace la plus ancienne de la présence des animaux sur Terre. La projection des fréquences plates est lancée. La macro tourne. Le niveau d'énergie du rayon est de 17,5. On a tout réglé, on peut commencer. On n'a plus qu'à appuyer sur Marche pour lancer l'expérience. On peut voir sur l'écran une partie des données que nous avons obtenues par radio. Ce sont des séries de coupes, un peu comme des tranches de saucisson découpées dans l'embryon. C'est ici que commence le travail de Nel. À partir de tout cela, il essaie de reconstruire un modèle 3D cohérent. On peut le démonter, le manipuler, le retourner, l'observer sous n'importe quel angle et voir de quelle manière les sections sont reliées entre elles. Maintenant que nous avons la reconstruction, nous pouvons étudier l'anatomie en détail et nous en servir pour savoir où placer ce ver fossile dans l'arbre de la vie. Sa bouche se trouve à l'extrémité. La plupart des animaux ont la bouche juste sous l'extrémité de leur corps. En comparaison, c'est comme si ma bouche se trouvait au sommet de mon crâne. C'est un caractère très primitif dans le règne animal. Les seuls exemples vivants dotés de bouches terminales sont 3 grands groupes. 3 groupes inconnus du grand public. Pour trouver la relation entre ces fossiles et ces groupes, il faut surtout étudier les détails de la bouche. Si on regarde le modèle en détail, on peut voir que les dents sont placées sur 3 rangées. Une de 8, une seconde de 8 juste en dessous, et à la base de la bouche, un anneau de 9 dents. Si l'on ajoute ces données aux autres informations obtenues, on se rend compte que ce fossile est plus primitif que ces 3 groupes. On peut donc en déduire qu'il est proche de l'ancêtre commun de ces 3 groupes. I don't know why it resets those contrast values. Let's see how it comes out. Voici un autre embryon bilatérien. On peut observer une ligne au milieu qui sépare la gauche de la droite. Ça reste un bilatérien, mais il diffère légèrement de ce que nous voyons dans les organismes actuels. C'est une espèce totalement nouvelle, mais sa place dans l'arbre de la vie est problématique. Elle montre des caractéristiques de développement d'un insecte, mais cet embryon est âgé de 540 millions d'années, soit plusieurs centaines de millions d'années avant l'apparition des insectes.
Très sincèrement, nous n'avons pas la moindre idée de sa place dans l'arbre de la vie, sinon que c'est un ancêtre très primitif de la famille des bilatériens. Les espèces éteintes, c'est pas en millions qu'elles se comptent, mais en dizaines de milliards. Revenons plutôt chez les vivants. Il nous reste encore quelques cousins à découvrir. À moins 700 millions d'années, on atteint la limite de ce qu'on a l'habitude d'appeler le règne animal. Les systématiciens, eux, préfèrent parler de métazoaires. Je suis un métazoaire, comme l'éponge à crevettes, parce que je suis un organisme pluricellulaire mobile. C'est-à-dire que je suis composé de plusieurs cellules et que je bouge. Tout de suite après, voilà des cousins beaucoup moins agités qu'on a pris l'habitude de regrouper sous le terme de végétaux. Alors c'est vrai, ils ont fait des choix de vie, différents. Et pourtant, je suis un eucaryote comme eux, comme le romarin, comme le séquoia géant et comme le géranium. Bon, je reconnais qu'entre lui et moi, la ressemblance n'est pas frappante. Il faut dire que notre ancêtre commun vivait il y a 1 milliard d'années, mais avec un bon microscope, il y a quand même un air de famille. Là, à droite, c'est la cellule du géranium. À gauche, c'est moi. Enfin, des cellules de mon épiderme. Leurs formes sont différentes, mais leurs structures sont les mêmes, avec ce compartiment spécial où est enfermé l'ADN, le noyau. C'est cette invention, le noyau, qui est l'innovation partagée des eucaryotes. Elle est commune aux animaux, aux végétaux, mais aussi à tout un tas d'organismes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Des cousins composés d'une cellule unique, les unicellulaires. Autrefois, tous les êtres vivants étaient rattachés soit au règne animal, soit au règne végétal, et les unicellulaires n'échappaient pas à la règle. Les diatomées étaient végétales, comme la betterave, les paramécies, animales, comme la girafe. Aujourd'hui, on pense que les unicellulaires ne sont ni l'un ni l'autre. La branche des eucaryotes, c'est l'une des 3 branches maîtresses de l'arbre du vivant. Elle inclut les animaux, ici, les végétaux, là, et là-bas, une partie des unicellulaires, ceux qui ont un noyau. Ceux qui n'en ont pas, ils sont dans cette autre branche, celle des bactéries. Les scientifiques en ont identifié 10 000 espèces, mais il y en aurait plusieurs millions. On leur doit la coqueluche et le choléra, d'accord. Mais pas seulement. Sans bactéries, pas d'azote pour les plantes, ni de digestion chez les animaux, bref, pas de vie sur Terre. Et pas d'Homo sapiens. Alors, vous allez me dire, il reste une 3e branche. On ignorait son existence il y a encore 30 ans. Elle est peuplée d'unicellulaires qu'on appelle les archées. Il y a une centaine d'espèces connues, mais là encore, il en reste probablement des millions à découvrir. Dans notre laboratoire, on travaille sur plusieurs types d'archées, dont Pyrococcus abyssii. C'est une archée qui a été découverte dans les fonds océaniques. Elle est très particulière puisqu'elle est thermophile, c'est-à-dire qu'elle vit dans des conditions de haute température, de 85 degrés Celsius. Et en plus, elle vit dans un environnement qui est dépourvu en oxygène. Et donc là, on est dans des conditions parfaites pour pouvoir faire pousser notre archée. Donc après une nuit de culture, eh bien, on a nos archées qui ont poussé et donc ont troublé le milieu. On peut le voir ici. Donc là, je suis en train de déposer Pyrococcus abyssii donc, sur une lame de microscopie, qui est une lame spéciale. C'est une lame de Thomas qui permet en fait de compter le nombre de cellules.
Et donc ça va nous permettre de visualiser directement en microscopie optique Pyrococcus abyssi. À partir de cet archet, on s'est intéressé plus particulièrement à une protéine. Alors cette protéine, elle s'appelle KE1. C'est une protéine particulière puisque c'est une protéine universelle. Alors universelle parce qu'en fait, elle est retrouvée chez toutes les espèces du vivant pratiquement. Eh bien, ça veut dire que la fonction qu'elle porte, elle, est très importante dans la cellule. Donc en fait, étudier cette protéine universelle chez les archées, eh bien, ça peut nous donner des indices, par exemple, au niveau de maladies humaines. À droite, c'est Pyrococcus abyssi, vu au microscope électronique. Cette petite chose ronde et insignifiante, pour qui le soufre est une friandise et l'oxygène un poison mortel, c'est aussi un cousin. Un cousin assez éloigné, mais un cousin quand même. L'immense famille à laquelle nous appartenons tous les deux a pour une fois un nom simple. Je suis un être vivant comme Pyrococcus, parce que nous possédons tous les deux le même code génétique et des protéines identiques. Ce qui est vraiment fascinant pour les biochimistes, les biologistes moléculaires qui ont étudié le vivant depuis maintenant quelques dizaines d'années, c'est de s'apercevoir que tous les organismes actuels sont constitués des mêmes composants. En fait, les bactéries et maintenant les archées ont, comme nous, de l'ADN, des gènes avec les mêmes bases dans l'ADN, les fameuses 4 lettres ATGC. Et puis tous les organismes actuels sont composés des mêmes protéines avec les mêmes 20 acides aminés. L'existence de ces protéines universelles a permis par exemple à un groupe de chercheurs américains d'utiliser ces protéines pour construire un arbre universel, pour déterminer les relations de parenté entre tous les organismes. Et ils sont tombés sur un arbre avec les 3 grandes lignées, donc la lignée conduisant aux bactéries, la lignée conduisant aux eucaryotes et la lignée conduisant aux archées. Ce qui est fascinant lorsqu'on regarde cet arbre, c'est si on cherche où est l'homme. En fait, l'homme, c'est une petite branche qui se termine ici dans le rouge, chez les eucaryotes, mais tous les animaux correspondraient finalement à une toute petite branche ici à l'extrémité de cet arbre. Les plantes également sont situées ici sur une autre branche allant aux eucaryotes. Donc on voit vraiment, et ça traduit la réalité, on voit vraiment que on a l'impression que les animaux et les végétaux représentent la plus grande part de la biodiversité, mais ce sont vraiment les micro-organismes qui constituent l'immense majorité de la biosphère. La plupart de mes cousins seraient donc invisibles à l'œil nu. Mais qu'à cela ne tienne, il reste encore un personnage dont on n'a pas parlé. Pour le rencontrer, c'est facile. Il faut se diriger tout droit vers le centre de l'arbre. Tous les êtres vivants, donc bactéries, archées, eucaryotes, font partie de la même famille. Ça veut dire très clairement, qui dit famille dit ancêtre. Clairement, tous les êtres vivants actuels descendent d'un ancêtre commun. Nous avons tous un même ancêtre. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors, cet ancêtre, les scientifiques aujourd'hui lui ont donné un petit nom. Ils l'appellent LUCA. LUCA, c'est un acronyme. Ça vient de l'anglais Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, à partir duquel ont divergé les 3 lignées archées, eucaryotes et bactéries. Ce qui est certain, c'est que LUCA ne devait pas être seul à son époque. Ce n'est pas la première cellule, ce n'était pas non plus un individu isolé. À cette époque, il devait y avoir beaucoup d'autres lignées qui existaient sur la planète, simplement elles n'ont pas donné de descendants. Tous les descendants des autres lignées cellulaires ont disparu, ont été éliminés par les descendants de LUCA. Que de chemin parcouru entre ces choses microscopiques-là et moi. Il faut reconnaître que la nature a fait un boulot extraordinaire. Bon, ça lui a quand même pris 3,5 milliards d'années, mais le résultat est là. Ça a été un peu long, mais ça valait le coup d'attendre. Oh là, je vous arrête. En termes d'évolution,
Moi, Pyrococcus, je suis aussi éloigné de Lucas qu'Homo sapiens. Il a fallu exactement le même temps pour arriver à nos deux formes de vie. Moi aussi, je pourrais dire, que de chemin parcouru entre ce gros machin polluant et tarabiscoté, là, à gauche, et moi, Pyrococcus. Il se plaint dès que la température monte au-dessus de 40. Son taux de reproduction est ridicule. Et il ne parvient à se nourrir qu'en avalant d'autres créatures vivantes. Bref, disons-le, la survie provisoire de cette drôle d'espèce est une véritable énigme de la nature. Les bactéries sont tout à fait fascinantes parce qu'elles nous apprennent un petit peu l'humilité. En général, on a tendance à penser que les bactéries sont des organismes simples, primitifs, et nous sommes, nous, les eucaryotes, mais encore plus l'espèce humaine, tellement plus complexe, évoluée qu'une bactérie. Alors c'est vrai qu'en termes de complexité, si on pense au cerveau humain avec ses neurones, là on est beaucoup plus complexe qu'une bactérie. Mais est-ce que cela veut dire qu'on est plus évolué? C'est pas sûr. Moi, j'aime bien comparer peut-être les bactéries à des micro-ordinateurs très récents et les eucaryotes, les hommes, à des gros ordinateurs des années 50-60 qui étaient beaucoup plus gros, peut-être plus complexes, mais qui en fait étaient moins performants. C'est un peu caricatural, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu en ces termes. Il ne faut pas raisonner en termes d'organismes plus ou moins évolués, mais en termes d'organismes effectivement plus ou moins complexes, mais surtout avec des stratégies de vie différentes. Je ne serai donc pas l'aboutissement de l'évolution. Bon. Mais alors, qu'est-ce que j'ai de spécial, moi, Homo sapiens? Je sens bien au fond de moi que je ne suis pas un animal comme les autres, que je ne suis pas un légume ordinaire. Enfin bon, soyons sérieux, quoi. J'ai peint la Joconde, j'ai construit les pyramides, j'ai inventé la roue, le moteur à explosion. La littérature, c'est moi. La gastronomie, c'est moi. La crêpe Suzette. Je dois bien avoir quelque chose de spécifique. L'âme, le langage, le rire. L'homme, ça consisterait à mettre en évidence la capacité d'avoir un langage articulé, une conscience de soi et du monde, quelques traits anatomiques dans les sutures du crâne. On a un génome qui fait qu'on est plus proche des chimpanzés que deux espèces de drosophiles le sont les unes des autres. Donc bon, c'est clair que c'est pas la séquence de nos gènes qui fait que l'homme est différent des autres espèces sur Terre. L'homme, donc, maintenant, depuis Copernic, puis Darwin, puis les derniers résultats de la science, on sait très bien que c'est simplement une toute petite branche qui est arrivée là, un jour un peu par hasard, hein, au cours de l'évolution, si je puis dire. L'histoire aurait pu être tout à fait différente. Il n'empêche que c'est quand même lui qui peut la raconter, cette histoire. Et ça, c'est déjà, ça le démarque complètement du reste des autres êtres vivants. L'homme est vraiment zoologique. Il naît, il meurt, il se reproduit, comme la baleine et le surmulot. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. L'homme serait un roseau pensant. Disons plutôt un roseau pensif, ou même songeur. Disons un salsifis songeur. Car la pensée paraît tout de même plus dense que les produits de la cervelle humaine, et le roseau est plus racé que l'homme. Soyons sincères, l'homme est un champignon rêveur. Un concombre qui a des visions. Un salsifis qui souffre de marotte. Alexandre Vialat. Je pense qu'on doit quand même réaliser à quel point on a une chance inouïe d'exister et d'en avoir conscience. Parce que finalement, être une archée, une bactérie ou même une plante ou autre, c'est bien beau, mais on ne le sait pas. C'est quand même un petit peu dommage. Je pense qu'en général, pour philosopher un peu, on a trop tendance à penser que le fait d'exister, c'est normal finalement. La mort, c'est le scandale. Le fait on est en vie, c'est encore heureux, c'est normal.
c'est une chance incroyable quand on y réfléchit d'être en vie. Si le spermatozoïde d'à côté avait gagné, c'était pas bon, vous ne seriez pas en vie. Et puis on peut faire ça à chaque génération pour remonter au poisson, on peut remonter à Lucas. Enfin, le fait que nous, individus X ou Y, soyons en vie, c'est une chance incroyable. On devrait y penser plus souvent et essayer d'en profiter. Ça vous va, ça ?